Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directrice de l'IFRAP. Alors vous avez suivi comme 9,5 millions de Français l'interview, le grand entretien du président Macron. Rupture dans sa stratégie de communication, mais ça c'est pas le sujet. Vous l'avez trouvé convaincant quand il a été accusé d'être président des riches, de mener une politique fiscale de droite. Convaincant ou pas convaincant? Alors, avant de rentrer dans le dur des... Non mais clairement, il assume le sujet, c'est-à-dire baisser la fiscalité du capital. C'est absolument nécessaire. Il aurait pu être encore plus persuasif sur sa démonstration. Il aurait pu expliquer que sans capital, dans les startups, dans les PME, dans les TPE, on ne créera pas l'emploi de demain. C'est vraiment le sujet numéro un. Alors, son image du premier de cordée... Ah, justement. Bon, Au lieu du ruissellement, oui, théorie bon, dans laquelle il ne allez, croit pas, c'est- quand on a plus d'argent riche, ça ruisselle, après il y a des grosses miettes pour les moins aisés, en gros c'est résumé comme ça. C'est une image Lui- qui n'est pas mauvaise parce que c'est l'idée de tirer toute la société vers le haut et que ceux justement qu'on a fait partir ces dernières années, qu'on a dissuadé d'investir en France, qu'on a dissuadé de créer des emplois en France, qu'on a fait partir en Belgique, qu'on a fait partir au Luxembourg, qu'on a fait partir au Royaume-Uni, reviennent aussi. Moi je ne suis pas encore persuadée que les mesures qui ont été prises suffisent, mais néanmoins ça va dans le bon sens. Alors c'est 4 à 5 milliards de baisse de la fiscalité du capital, c'est encore très faible par rapport à l'écart qui nous sépare de l'Allemagne. C'est de l'ordre de 40 Quand on voit le milliards. barouf que ça fait, on se dit qu'il peut difficilement mettre le curseur plus loin. Peut-être pas, mais peut-être que si en fait. Je crois Il fallait qu'on- user son capital on- politique pour aller encore plus loin. Je crois qu'il aurait dû supprimer la totalité de l'ISF en réalité parce que c'est ça qui crée beaucoup de tensions. Ça va se rappeler ce nouvel ISF justement, si je vais dans votre sens, les petits riches. Pendant qu'il dit c'est Charles Amédée de Courson, vous connaissez le député UDI? Absolument. C'est vrai ça que le nouvel l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, va frapper les petits ISF au final? Mais parce qu'en réalité, Qu'est-ce que ce jugement moral qu'il y a la bonne fortune qui est financière et la mauvaise fortune qui est immobilière? C'est curieux quand même ça, je trouve, non? c'est tout la politique de communication du gouvernement qui est fondée là-dessus en réalité, parce qu'il n'ose pas aller jusqu'au bout de la suppression de l'ISF. Emmanuel Macron l'a dit lui-même hier soir, il a dit il n'y a pas d'ISF dans les autres pays En d'Europe, dans Allemagne, les en autres pays Belgique. comparables. Et finalement, alors pourquoi garder la moitié ou pourquoi garder un tiers? Parce que finalement, ça va C'est moins faire d'un tiers finalement. 850 millions d'euros Sur de... les 5 milliards que ça rapporte. Oui, sur les 5 milliards actuellement. Mais finalement, Reste plus pourquoi grand-chose. conserver ça en disant que ceux qui ont l'immobilier sont des rentiers? C'est toute la question aussi de la construction qu'il aborde derrière. Comment on incite à investir dans l'immobilier, à faire de la construction quand C'est on discutable de dire quand que la on mauvaise dit- fortune est immobilière, la bonne fortune est financière. C'est quand même C'est très assez discutable parce qu'on est déjà très taxé sur l'immobilier en France. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la note de France Stratégie qui a dit qu'il fallait taxer encore plus le foncier, l'immobilier. Alors eux, ils sont pris une volée de bois vert. Tout d'un coup, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais quand on regarde la fiscalité qui pèse à la fois sur la construction, à la fois sur la détention et sur la cession, entre la France et les pays comparables, il y a un écart de 10 points. C'est considérable. Donc là, il faut faire attention à ces éléments de langage parce qu'on a l'impression de stigmatiser un peu ceux qui, justement, ont un petit peu d'immobilier, mais qui ne sont pas très 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 riches. Et de l'autre côté, voilà. L'idée du président, c'est de basculer, il l'a bien expliqué, de basculer, que ceux qui ont l'immobilier, finalement, le vendent pour investir dans des TPE, des PME, des startups. Mais attention, un portefeuille de placement, il y a de l'immobilier, il y a de la dette, il y a de l'investissement dans des entreprises qui ont des grosses entreprises en bourse, etc. Et puis il y a un peu d'investissement dans du très risqué. Je crois que le gouvernement aurait intérêt, avec les parlementaires, à flécher beaucoup plus l'investissement. Nous, à la Fondation IFRAP, on propose une mesure impôt sur le revenu fléché sur le capital des PME qui justement s'adresserait à... Le seul dispositif d'ailleurs existant qui est l'ISF-PME est supprimé. Alors, seul dispositif existant, non, parce que l'IRPME existe déjà, mais est plafonné par le plafond global des niches à 10 000 euros. À 10 000 euros. Et ça, c'est ridicule, parce que si on veut que véritablement la politique du gouvernement fonctionne, il faut qu'il fasse non seulement la suppression de l'ISF comme dans les autres pays, mais encore le fléchage. Et s'il ne fait pas ce fléchage, le risque, c'est qu'il se réveille justement dans 1 an et demi ou 2 ans en faisant le bilan et en disant finalement, il n'y a pas eu de réallocation des investissements en capital. Donc là, il faudrait que tous ceux qui font l'investissement direct dans les territoires, dans des jeunes entreprises, n'aient pas de plafond global des niches et puissent investir comme au Royaume-Uni, jusqu'à 1 million de livres. Ils ont 1 million de livres d'investissement possible dans des startups au Royaume-Uni pour un couple. Et nous, on est limité à 10 000 euros par foyer. Et dans les 10 000, il y a les crédits d'impôt quand on emploie un salarié à domicile. Il y a tout ça qui est dedans. Oui, mais oui, il y a l'investissement aussi pour tout ce qu'on appelle la niche chaudière, etc. Donc on peut vite arriver à 10 000 les rénovations d'habitat, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce projet de loi de finances. J'ai des parlementaires
qui clairement ont compris ce sujet. La question, c'est est-ce qu'ils vont aller jusqu'à faire passer cet amendement? On verra. Il y a un message qu'il a fait passer hier, je ne sais pas si ça a dû vous faire sursauter, quand il a laissé entendre, Emmanuel Macron, le président Macron, que celles et ceux qui sont exonérés d'ISF et qui ne réinvestissent pas dans l'appareil productif français seraient taxés. Mais d'où ça sort? Comment? Il n'y a rien qui est prévu. C'est très nébuleux. Ça manque de détails. Rien aujourd'hui n'est prévu dans le projet de budget qui soit contraignant pour les faire réinvestir dans le capital productif français, qui est un terme très très vague. Non, mais de toute façon, les contraintes ou les contreparties, c'est juste pas possible. Non, mais il n'y en a pas. Non, mais il y en a pas. Non, mais quand il dit ils seront taxés, mais taxés de quoi? Non, mais en fait, c'est tout le débat sur les signes extérieurs de richesse. Ah, mais c'est un autre sujet. Quand il dit ceux qui achètent des villas, ceux qui achètent des yachts, ceux qui finalement ne pensent 50 pas… 50 millions d'euros contre 3 milliards d'euros, 3 milliards et demi d'euros de ISF, le compte la position du gouvernement ne tient pas. Enfin, ils ne peuvent pas soutenir ces amendements parce qu'on ne peut pas dire la France doit produire des voitures de luxe, Renault doit se remettre sur la production d'Alpine, de l'autre côté dire il faut sauver STX et là qu'est-ce qu'on fait? On fait des bateaux de croisière chez STX. Qu'est-ce que c'est des bateaux de croisière? C'est des signes extérieurs de richesse de faire une croisière. À un moment, on s'arrête où? On commence où? Quand on voit que le nombre de yachts en France, il a énormément baissé, que par exemple à Saint-Tropez, on voit qu'il y a une baisse aussi de l'activité qui est liée à ça. Sur les dernières années, on a une baisse de l'activité. Est-ce qu'on a intérêt à dissuader, alors que nous, on produit des produits de luxe en France, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est la marque France, à dissuader les Français d'aller acheter ces produits et finalement de donner, pour l'image de la France, quand même un rayonnement important. Donc là, il y a vraiment… Elles sont débiles ces microtaxes, honnêtement. Microtaxes sur les lingots, sur les yachts, c'est débile. Mais c'est complètement antinomique et on ne peut pas le comprendre. Quand le président de la République dit… Débile, pardon, d'un point de vue économique, j'entends… Faire tout ça pour 50 millions d'euros, encore une fois, ça ne rapporte rien. Non, mais ça, de toute façon, c'est la même. C'est amusant parce que Emmanuel Macron est revenu sur la taxe à 75%. Et il a dit, est-ce que ça a rapporté quelque chose? Non. Ce sera pareil. Sur la taxation des signes extérieurs de richesse, ça rapportera rien. Il y a une contradiction alors. Et ça empêchera aussi de la création de richesse en France. Et nous, on est un pays qui a un modèle social de luxe. Un modèle social de luxe, ça se finance aussi avec de la production haut de gamme, ça ne se finance pas qu'avec de la production bas de gamme. Donc si on veut sortir par le haut, il faut aussi reconnaître que bah oui, il n'y a pas à avoir cette jalousie, il le dit aussi, donc c'est un peu contradictoire. Il n'y a pas à avoir cette jalousie vis-à-vis de ceux qui réussissent, et ceux qui réussissent, ils ne mettent pas tout leur argent dans des yachts, c'est pas vrai non plus. Donc vraiment l'idée c'est de redynamiser l'investissement en capital vers le capital productif, mais de ne pas non plus stigmatiser ceux qui vont avoir un appartement, un bien immobilier, un bateau, parce qu'à un moment, on ne sait plus où on s'arrête. Soit de l'immobilier, soit des voitures de luxe. Mais non, mais oui, faut pas être cela. Hein, mais en réalité, c'est pas le sujet, parce que si vous voulez faire revenir ceux qui sont partis à Bruxelles ou à Lisbonne ou à Genève, que je rencontre souvent moi, pour des conférences et à qui je demande, faut qu'ils laissent leur voiture de luxe à la frontière. Est-ce que vous êtes prêts à revenir en France? Et quand ils entendent ces débats-là, ben, ils sont pas prêts, parce qu'ils voient que là, il y a un risque d'instabilité fiscale qui est certain. Si on n'est pas clair sur les objectifs, sur ces questions de soi-disant signe extérieur de richesse, derrière, il y a un risque de revenir en arrière sur les mesures qui ont été prises. Donc, est-ce que ceux qui sont partis vont avoir envie de revenir? Pour l'instant, ils n'ont pas envie de revenir, ils attendent. Et ils attendent ces fameux 1 an et demi, 2 ans pour voir ce qui va se passer. Justement, on verra les résultats des réformes, la plénitude des réformes, expression bien choisie, dans 1 an et demi à 2 ans. Le rendez-vous est pris avec les Français, il s'est lié les mains dans 1 an et demi ou 2 ans. Est-ce que c'est un bon calendrier d'ailleurs? C'est pas forcément un mauvais calendrier. Je pense que de toute façon, c'est bien de faire un petit bilan, en gros, à mi-quinquennat. Moi, je suis assez pour. La question, c'est est-ce qu'il a mis tous les atouts de son côté pour arriver à un bon résultat? Il ne prend pas trop de risques? Non, je crois pas. Je crois qu'il n'en prend pas assez, justement. Non, il ne prend pas trop de risques en se mettant un calendrier dans 1 an et demi. Mais la question, c'est est-ce qu'en face, il y a les réformes pour permettre véritablement… Pas suffisamment, vous écoutez. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur les ordonnances, on reste sur sa fin. Alors, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire une négociation intelligente avec les syndicats, etc. Mais les branches restent très puissantes. Le CDD ou le CDI de chantier, comme on veut l'appeler, il n'est pas accessible tout de suite à toutes les entreprises. Même au mois de janvier, il ne sera pas accessible. Pourquoi? Parce qu'il faudra que les branches décident de l'adopter ou non. Et si votre entreprise est dans une branche qui a dit « moi, je ne veux pas… » C'était la contrepartie à Jean-Claude Maillet, vous le savez. Non, mais le sujet, c'est pas ça. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis d'avoir des CDD jusqu'à 36 mois, renouvelables 5 fois. Et sans… Ils sont à combien de taux de chômage, les Italiens?
Non, mais d'accord, je suis d'accord, ils sont bien supérieurs à nous. Ah, mais voilà. ils ont fait des réformes qui ont permis de flexibiliser. Regardez, les Allemands, c'est pareil, ils ont flexibilisé énormément, beaucoup plus que nous. Et les branches, nous, on a des branches qui sont très, très puissantes et qui organisent énormément la vie dans les entreprises. Vous pouvez avoir des accords qui sont signés en Allemagne par les syndicats les plus puissants et qui ne s'appliquent pas à toutes les TPE, PME de la branche en Allemagne. Donc, il faut bien se dire que nous, on n'est pas rentré dans une totale flexibilité du marché du travail. Alors, on voit Emmanuel Macron, il a confirmé hier soir que les démissionnaires, on parle de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage, pourront bientôt toucher le chômage sous certaines conditions. Il a dit tous les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans. La promesse de campagne, c'était 5 ans. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'il est en train de, pas de reculer, mais en tout cas d'encadrer tout ça pour que ça ne coûte pas trop cher? Pas de surcoût pour l'assurance chômage, a-t-il avancé? Mais alors, Vous avez dû tomber de votre chaise ou de l'armoire. Non, mais pas du tout, parce que c'était forcément attendu. Comment imaginer qu'on allait pouvoir créer un système alors qu'on a déjà 4 milliards d'euros de déficit de l'assurance chômage tous les ans, qu'on a plus de 30 milliards bientôt de dettes. Il a dit je fais ce que j'ai dit. Donc là, pour le coup, il est en train de s'écarter de ce qu'il a dit. Non, mais comment imaginer qu'on allait pouvoir faire ça tout en maintenant les niveaux d'indemnisation chômage qu'on a en France? C'est impossible. Donc soit on permet justement aux démissionnaires, aux indépendants, aux agriculteurs… S'ils ont un projet aussi. S'ils ont un projet. Je trouve ça très flou aussi. Soit on permet ça et à ce moment-là, ça va coûter de l'argent, mais on rééquilibre par rapport au fait qu'on plafonne, par exemple, l'indemnité chômage. Les Allemands, ils ont plafonné… Pour tout le monde? Ils ont plafonné à 2 200 euros, les Allemands. Mais on cotise que jusqu'à 5 500. Et puis après, ceux qui veulent s'assurer en plus, ils prennent des assurances privées. La question, c'est est-ce que nous, est-ce que le gouvernement était capable d'assumer jusqu'au bout ce changement de modèle? Visiblement pas. Donc, comme ils ont fait les calculs un peu plus poussés que pendant la campagne où ils annonçaient autour de 1,5 milliard. 1,5 milliard, 1,7 milliard de coûts. Là, on a vu que ça risquait de coûter entre 8 et 14 milliards la première année, et puis après, en rythme de croisière, 3-4, peut-être plus. Ça devient donc ça autre chose. C'est en train de rétropédaler là sur l'assurance chômage et sur l'ouverture des indemnités. Mais c'est-à-dire que ça va coucher de quoi au final? Au final, pas grand-chose vraisemblablement. Non, mais c'est-à-dire qu'on encadre les démissionnaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un projet, ça sera peut-être tous les 7 ans, mais on va devoir, pour que ce soit ISOCU, enfin que ce soit autofinancé, entre guillemets, on va devoir rogner sur les indemnités chômage. Ça, c'est une évidence pour vous? Alors, je ne crois pas qu'il ira jusque-là. C'est pour ça qu'il est en train de rétro-pédaler dans l'autre sens. Et comment on évalue un projet, qu'est-ce qu'un projet, etc., etc. Donc, on va avoir beaucoup de débats certainement là-dessus. De toute façon, les partenaires sociaux sont assez bien alignés sur ce sujet. Ils ont expliqué de part et d'autre, du côté du patronat et du côté des syndicats de salariés, que ce n'était pas possible, pas finançable. Ça veut dire qu'on doublerait le déficit annuel. On serait à 8 ou 10 milliards d'euros. Où on trouve les 4 milliards d'euros? Comment il fait pour trouver ces 4 milliards d'euros? Parce qu'il faut, de toute façon, à un moment, déjà, pour économiser 4 milliards d'euros sur l'assurance chômage dans la situation actuelle, dans le schéma actuel, que le chômage baisse, mais surtout aussi pas tant que ça en plus. Baisser… Il paraît qu'il y a à 8% de taux de chômage, on est à l'équilibre sur le régime, m'a-t-on dit. Un économiste. Franchement, j'attends de voir, parce que pour l'instant, on n'est pas… 4 milliards aujourd'hui. On n'est clairement pas encore à 8%. Tous les mois, on a quand même des chiffres qui ne sont pas très très bons du côté de Pôle emploi. Et il va y avoir quand même la baisse des contrats aidés que je soutiens évidemment, mais qui va faire… Et il y a des fins de formation, parce qu'il y a énormément de formations en 2016. Donc comment on fait, pardon, je reviens pour ces 4 milliards d'euros supplémentaires liés à l'ouverture donc, de l'indemnisation de l'assurance chômage aux démissionnaires, mais de manière très encadrée. Où on les trouve? Où est-ce qu'on rogne? Non, je crois que l'idée d'ouvrir aux démissionnaires, ce n'était pas une bonne idée. Non, mais ça va se faire, il l'a confirmé. Donc, Non, mais ils vont tellement encadrer qu'il y aura très très peu de personnes concernées, évidemment. Il a d'ailleurs évoqué le coût actuel de la rupture conventionnelle, qui est évalué par les syndicats autour de 3-4 milliards d'euros. C'est déjà très important. Pourquoi il y a un actuellement. Coût? J'ai pas compris là. Pourquoi La rupture conventionnelle actuelle, parce qu'avant, il y avait des démissions, et pas que, mais en partie, et qui se sont transformées en rupture conventionnelle aujourd'hui. Et en quoi c'est un coût? Alors, ça a un coût parce qu'ils ont droit à l'assurance chômage derrière. Ah oui. Donc, attention. Et c'est pour ça qu'en fait… Personne ne reviendra là-dessus. On sait que c'est efficace et que ça fonctionne bien. Non, mais personne ne reviendra là-dessus. Il y a déjà ce dispositif qui permet quand même une certaine souplesse. Alors, derrière, permettre tous les 5 ans ou tous les 6 ans ou tous les 7 ans
à des démissionnaires C'est une promesse de campagne, mais qui sera largement, et qui sera tant édulcorée que pas beaucoup oui, de et gens puis sont alors en concernés. face, la question des droits et des devoirs aussi, hein, c'est-à-dire qu'il dit au bout de 2 fois où un Ça demandeur existe déjà dans les d'emploi, textes, les 2 ça fois. existe, mais c'est jamais appliqué. Exactement. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, on a essayé de récupérer les chiffres de ceux qui étaient justement sanctionnés parce qu'ils avaient refusé 2 fois une offre raisonnable d'emploi. Et en réalité, on nous explique qu'on n'applique jamais parce qu'il y a trop de chômage et que vraiment, on ne pourrait pas appliquer ce dispositif. Donc, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire appliquer cette mesure, sachant que ailleurs, hein, notamment dans le modèle allemand, ça a été une des mesures les plus importantes, hein, d'obliger à prendre un emploi qui est vraiment dans la définition de l'emploi recherché par le demandeur d'emploi. Et aujourd'hui, nous, en France, on n'applique pas du tout ça. Bon, dernier point, dernier sujet, Agnès Verdier-Molinier. Ce nouveau grand chantier, on ne s'y attendait pas qu'Emmanuel Macron veut ouvrir courant 2018, après l'assurance chômage, la formation et l'apprentissage. C'est le chantier de la participation et de l'intéressement. Ça, c'est sorti comme ça de la boîte. Est-ce qu'il a raison de remettre ça sur le tapis? 55% des Français sont concernés par un système d'épargne salariale, intéressement, participation, lié au fait que c'est obligatoire au-delà de 50 salariés. Voilà, est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il faut élargir? Est-ce qu'il faut Alors, on en parle souvent, hein. Ce n'est pas le premier gouvernement qui nous dit je vais faire plus de participation, c'est formidable, c'est l'avenir, On a compris etc., la coloration etc. sociale. On comprend que c'est aussi hein. un message pour la CFDT, on comprend bien l'idée, mais… Il y a à faire ou pas là-dessus? Oui, mais c'est la question de la taxation de tout ça, c'est la question du forfait social. Qui avait baissé, qui a réaugmenté. Qui a réaugmenté, enfin, c'est très compliqué. C'est 20% pour le forfait social, je crois, aujourd'hui. Ouais, oui, mais alors, en plus, il y a des modalités différentes en fonction, enfin, il y a une complication extrêmement importante de ce côté-là. Si on veut vraiment inciter à la participation, il faut des possibilités de déblocage qui soient peut-être plus importantes, et puis de l'autre côté, une taxation sur le forfait social qui soit plus faible, et puis se poser la question des petites entreprises qui se retrouvent complètement en dehors, hein, les moins de 50. Bon, mais ça changera pas le profil d'un jour à l'autre de l'actionnariat des entreprises, hein. Bien sûr, c'est intéressant que les salariés deviennent actionnaires, mais ça ne va pas révolutionner le dialogue social. C'est pas ce qu'il a dit, il n'a pas dit actionnaire. Hein. Il a dit déjà une meilleure rétribution, plus de participation. On n'est pas encore… Participation, bah oui, mais quand même, on est quand même dans la question… c'est redistribuer les fruits de la croissance sûr. des résultats, mais ça veut dire être actionnaire pour autant. Non, mais d'accord, mais participation, intéressement, actionnariat, on est dans cette idée quand même que, et il l'a dit, hein, l'entreprise ne doit pas être juste, la définition d'une entreprise ne doit pas être juste, c'est une association d'actionnaires pour créer un projet entrepreneurial, mais c'est aussi l'idée que les salariés sont associés. Et on sent bien derrière la pression de la CFDT pour l'idée d'une cogestion un peu à l'allemande. Hein, on ne voit pas encore. Hein. Dans les entreprises. Mais ça demande aussi qu'il n'y ait pas des syndicats qui soient des syndicats de blocage comme on les a en France, c'est-à-dire que… Pas tous. Mais pas tous, mais beaucoup quand même. Jean-Claude Mailly, quand même. Hein. Mais beaucoup quand même, parce que finalement, les ordonnances telles qu'on les a conçues en France, elles sont très en deçà de ce qui existe ailleurs. C'est toujours en deçà pour Agnès Verdier-Molinier. Non mais voilà. Donc, et puis sur l'apprentissage, moi je trouve qu'on est on reste sur sa faim. Pourquoi ? Allez, on finit là-dessus. Parce qu'il dit en gros les branches vont pouvoir regarder l'enseignement, les maquettes pédagogiques, etc., etc. Quand il est allé à Égletons il était dans un lycée qui fait de l'apprentissage, de la formation, etc., qui est en fait géré par la Fédération des travaux publics. Ce n'est pas géré par la branche, c'est géré par la fédération elle-même. Donc est-ce qu'on a besoin de confier ça aux branches qui sont paritaires, ou est-ce qu'il ne faut pas confier l'apprentissage plutôt aux fédérations qui savent justement ce dont ils ont besoin? Et la question aussi, c'est le pilotage du besoin en emploi. Aujourd'hui, on a plein de lycées professionnels qui forment des jeunes pour des métiers qui n'existent plus ou presque plus, et qui finalement les envoient derrière dans des impasses. Là où il y a une vraie transparence à avoir, c'est la question de quels sont les débouchés. Alors dans les travaux publics, dans l'hôtellerie, il y a des filières d'excellence en apprentissage, hein, il y en a déjà, mais il faut aussi bien informer les parents et les élèves pour leur expliquer là où ils vont avoir véritablement un super pied à l'étrier pour entrer sur le marché du travail. Et là, il y a une réforme plus importante à faire, je pense, que simplement soumettre les maquettes pédagogiques aux branches. Ce sera l'objet du deuxième volet social, des réformes sociales du président. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Absolument. Agnès Verdier-Molinier, merci, directrice de l'IFRAP, était l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.